Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les spectres UV, visibles et infrarouges. Les techniques spectroscopiques permettent de sonder la matière par différentes méthodes pour en déduire des informations sur la structure des molécules qui composent cette matière. Donc, elle a pour principe d'irradier, c'est-à-dire d'envoyer des radiations électromagnétiques sur un corps et de voir quelles sont les conséquences de cette radiation. Alors, selon la technique mise en jeu, on pourra déduire des spectres obtenus des informations à caractère structural. Donc, on étudiera trois techniques qui diffèrent suivant les longueurs d'onde utilisées, donc de l'énergie apportée. Donc, celle qui apporte le plus d'énergie parce que les longueurs d'onde sont plus faibles, c'est la spectroscopie UV visible, que vous avez déjà vu l'an dernier, qui permet, entre autres, de faire des dosages ou de déterminer la concentration d'une solution à partir d'une courbe d'étalonnage, en utilisant la loi de Beer-Lambert. La spectroscopie infrarouge, l'énergie est plus faible, donc à ce moment-là, on n'aura plus des transitions électroniques, mais on aura des vibrations qui permettent de déterminer les groupes caractéristiques présents dans une molécule. Et la dernière technique, ce sera la spectroscopie RMN, qui permet de déterminer précisément la structure chimique d'une molécule. Alors, la spectrophotométrie UV visible, elle est basée sur les propriétés de certaines molécules d'absorber des longueurs d'onde du visible. Donc là, par exemple, on balaye tout le spectre et on mesure l'absorbance pour une solution de permanganate de potassium. Lorsqu'on fait ça sur tout le spectre, on obtient ce qu'on appelle le spectre de la solution. Et on voit ici qu'on a un maximum d'absorption dans cette zone-là. Donc déjà, la première chose qu'il faut retenir, c'est que si le maximum d'absorption est dans le vert, eh ben, la couleur de la solution, c'est la couleur complémentaire et c'est du violet. Donc si maintenant, on veut connaître les variations de l'absorbance en fonction de la concentration de la solution, alors c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire varier ici les différentes concentrations. On se place toujours au maximum d'absorption ici. Donc ici, on va se placer à une longueur d'onde ici de 550, 540. Voilà. Donc, on fait varier suivant les concentrations. On mesure les valeurs. Voilà. Et donc maintenant, on peut tracer la courbe d'absorbance en fonction de la concentration. Et on s'aperçoit que c'est une droite. Donc, c'est traduit par la loi de Beer-Lambert qui dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Et ce petit k, on le rappelle, c'est epsilon L, L étant la largeur de la cuve, et epsilon étant le coefficient d'absorption molaire. Alors, parlons maintenant de la spectroscopie infrarouge. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, de l'énergie est apportée à une molécule par une onde électromagnétique. Et comme cette énergie, elle n'est pas assez importante pour faire passer un électron d'un niveau à un autre niveau d'énergie, eh ben, en réalité, selon l'énergie absorbée, il va y avoir seulement certaines longueurs d'onde, comme pour la spectroscopie UV visible, qui seront absorbées, et des vibrations de liaison seront provoquées. Donc, si on modélise les atomes, par exemple, par des masses, alors les liaisons, on pourrait les modéliser par des ressorts. Et à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle des modes vibratoires. Donc, suivant l'énergie apportée, on aura certaines vibrations, comme étirement symétrique, un étirement asymétrique. On va avoir ce qu'on appelle du cisaillement, des bascules, de l'agitation ou alors de la torsion. Alors, il y aura aussi des phénomènes de rotation, mais qui sont moins importants. Donc là, on voit un exemple de spectre infrarouge. Voilà le spectre infrarouge ici. Là, ici, il y a l'énergie absorbée. Et vous voyez qu'ici, lorsqu'on matérialise l'énergie absorbée, on voit ici sur la molécule les phénomènes vibratoires qui interviennent. Voilà, suivant l'énergie, on a différents phénomènes vibratoires. Et c'est ça qui va nous permettre de connaître la structure de la molécule. En tout cas, les groupes caractéristiques. Alors, comment se présente un spectre infrarouge? C'est un spectre qui est, on représente la transmittance, c'est-à-dire ce qui est transmis par rapport à ce qui a été envoyé à la molécule, en pourcentage,
en fonction de ce qu'on appelle le nombre d'ondes, hein, et le nombre d'ondes, c'est tout simplement l'inverse de la longueur d'onde. Alors, à savoir que si la longueur d'onde est en centimètres, on obtient un nombre d'ondes en centimètres moins 1. Attention, regardez cet axe, il est orienté vers la gauche. Alors, dans ce spectre, on a deux parties caractéristiques, hein, deux domaines. Un premier domaine qui est la région qui est dans les grandes valeurs du nombre d'ondes, de sigma, et là où apparaissent des bandes caractéristiques, hein, de certaines liaisons. Donc ça, c'est assez facile à exploiter. On verra bien les bandes caractéristiques à CO, CC, etc. et qui permettent d'identifier justement les groupes caractéristiques. Et cette autre partie d'empreinte caractéristique du composé, c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Donc là, c'est un peu plus difficile à analyser, mais ça permet parfois de différencier une molécule d'une autre. Donc maintenant, on va regarder un certain nombre de spectres, à savoir que quand on étudie les spectres, évidemment, on ne va pas deviner où sont les raies. On vous donne une table comme ceci. Alors là, on va commencer par un alcane, le pentane. Alors l'alcane, il a, comme on vient de le voir, plusieurs bandes, là, ici, dans ce domaine-là. Donc maintenant, si on regarde ici l'alcène, alors il a lui aussi ces bandes ici CH, hein, évidemment, mais on voit apparaître ici un pic ici, là, qui est caractéristique de la liaison CC. Plus un petit bout ici qui est caractéristique de l'autre morceau de la molécule. Voilà. Donc maintenant, on peut regarder une autre molécule qui est cette fois-ci une cétone. Donc la cétone, elle va avoir aussi un certain nombre de liaisons CH, hein, forcément. Et on va voir aussi une liaison CO qui va apparaître ici, qui va être caractéristique de la cétone. Voilà. Donc maintenant, quelque chose qui est très proche de l'acétone, l'aldéhyde. Alors l'aldéhyde, comme l'acétone, il y a des bandes pour CH, il y a la double liaison CO, et il y a en plus quelques bandes ici qui apparaissent, ici, qui sont dues à cette liaison CH. Voilà, ici maintenant un acide carboxylique, l'acide butanoïque, là les liaisons CH, la double liaison CO, et là on va voir apparaître quelque chose de caractéristique, hein, de la liaison OH, on en reparlera un peu plus précisément tout à l'heure. Bon, maintenant un ester, donc l'ester, toutes les liaisons CH, on va voir apparaître la double liaison CO de l'ester, ici, intense, ici, et on la différenciera, elle, par rapport à sa position. Hein. Ici, l'amine. Donc l'amine, il y a aussi cette bande large pour les liaisons, CH. Et il y a aussi des bandes qui apparaissent ici, des bandes moyennes, qui sont les liaisons NH. Alors maintenant, un alcool, qui est assez particulier, donc avec les liaisons CH. Et là, on va voir deux types de liaisons. Une petite liaison ici, qui s'appelle les OH libres, et une grosse bande ici, qui sera pour les OH liés. On va expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo. Alors, à quoi c'est dû? Ces liaisons OH, elles sont dues aux liaisons hydrogènes. Donc en l'occurrence, quand on dit qu'un atome, la liaison OH est liée, ça veut dire qu'on a affaire à une solution pure, ou alors on a quelque chose qui est liquide, hein, puisque les molécules sont reliées entre elles. Donc moins les molécules sont liées entre elles, et moins on aura ce gros ventre ici qui apparaîtra. Donc vous voyez ici, quand c'est pur, on a quelque chose d'important. Quand on commence à diluer, c'est moins important et on voit apparaître ce petit pic là qu'on appelle OH libre. Ça, ce sont les molécules qui sont moins liées. Il y a moins de liaisons hydrogènes. Et lorsque c'est très très dilué, vous voyez qu'on voit plus du tout apparaître cette grosse partie là et on voit plus apparaître cette partie ici. Alors, ce phénomène, vous le rencontrerez aussi lorsque vous avez affaire à des substances qui sont gazeuses. Si la substance est gazeuse, il n'y a plus de liaison entre les molécules et donc on verra un spectre qui est comme ça. Donc pour différencier les spectres en phase liquide, en phase gazeuse, en phase gazeuse, il y aura des OH libres, donc avec une raie très fine ici, et en phase liquide, on aura quelque chose de gros ici comme ça. Alors que faut-il retenir?
Donc, pour la spectroscopie UV visible, il faut retenir que ce sont des transitions qui sont dues aux couches électroniques. Les électrons passent d'un niveau à un autre et à ce moment-là émettent une radiation ou absorbent une radiation. L'absorbance, c'est le log de l'intensité envoyée sur l'intensité reçue, peu importe. Vous avez donc les spectres en fonction des longueurs d'onde et au maximum d'absorption, vous avez la longueur d'onde qui donne la couleur absorbée, qui est la couleur complémentaire de la couleur réelle. Et ensuite, la loi de Beer-Lambert, dont on a déjà parlé, qui est l'absorbance proportionnelle à la concentration. Pour ce qu'il en est de l'infrarouge, vous aurez des tables comme ça, donc c'est pas la peine qu'on les détaille vraiment. Et alors pour étudier un spectre, à ce moment-là, il faudra essayer d'avoir un petit peu de méthodologie. Donc en gros, on commencera à regarder s'il y a des doubles liaisons. Donc s'il y a un groupe carbonyle, des liaisons CO, et on regardera ensuite si c'est un acide, c'est un amine, etc. Donc ça, on verra bien en exercice. Merci de votre attention et à bientôt.